Dans l'épisode précédent, on a parlé du branding. Donc, si vous l'avez pas vu, retenez surtout une chose, c'est que le branding va répondre à la question de quelle est votre identité et votre univers artistique autour de votre projet. Aujourd'hui, on va parler de la DA, donc qui est souvent confondue avec le branding, mais qui n'en est qu'une de ses composantes et qui va surtout parler de tout ce qui est visuel, que ce soit le logo, la charte graphique. Eh ben, genre, on met du noir partout et puis on appelle ça une identité visuelle. Facile. Et bah, ouais, alors il y en a beaucoup qui font ça et c'est pas une super idée Oh. parce que même si on aime le noir et ça peut être cohérent avec son univers, ça fait pas tout. Et surtout, il y en a beaucoup qui vont effectivement commencer par choisir une couleur parce que moi j'aime bien le vert, donc je vais me faire un logo avec du vert et ma pochette d'album en vert et je vais mettre un fond vert sur mes publications, comme au cinéma. Mais en fait, ce qu'il faut réfléchir, c'est justement la direction artistique. Elle se réfléchit avant de choisir les types du visuel. C'est pas une accumulation de visuels qu'on aime qui vont créer la DA. À l'inverse, on va définir l'univers visuel qui nous plaît et de là, on va en choisir les typographies, les couleurs, le design du logo, tout ce qui tourne autour. Donc c'est vraiment quelque chose qui est souvent pas fait dans le bon ordre et dans le bon sens, et c'est pourtant un gain de temps qui est énorme quand on le fait dans ce sens-là. Ça permet que tout le reste, tous les aspects visuels soient cohérents entre eux et avec l'univers artistique derrière. Et le problème, c'est que le patchwork, ça va rarement fonctionner sur la déclinaison. Potentiellement, pour faire une pochette de 33 tours, oui, on va pouvoir remplir énormément. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que vous serez une miniature dans un fil sur un réseau social ou sur une plateforme d'écoute. Vous aurez souvent une image qui va vous distinguer dans un catalogue. Et c'est après, une fois qu'on rentre dans votre univers, après on peut avoir accès à pas mal de choses. Mais si déjà c'est pas cohérent d'une plateforme à l'autre, d'un disque à l'autre, d'une promo à l'autre, vous brouillez les pistes et les gens ne vous reconnaissent pas. Personne ne comprend ce qu'ils regardent en fait, il me semble. Oui, alors déjà, comme tu dis, ils vous reconnaissent pas forcément. Et en plus, du côté professionnel de la musique, notamment les programmateurs, si ça dessert même, au-delà de pas reconnaître, ils vont se dire, je comprends pas qui sont ces gens et quel message ils veulent faire passer. Ouais. Donc on peut, par exemple, avoir des gens qui vont avoir une pochette d'album hyper dark, hyper sombre, et de faire à côté un post Facebook hyper humoristique, et à côté une interview de presse où ils vont avoir un ton beaucoup plus sérieux, posé et calme. Et là, tu te dis, je comprends pas. Il y a trop de décalage entre les trois types d'attitude et de visuel. Et du coup, on perd le message et on se dit, on comprend pas ce qu'ils veulent faire passer. Oui. Donc, on passe au suivant. Malheureusement, ça marche beaucoup comme ça. Oui, mais c'est vrai, voilà. Si on l'a pas préparé, on va se retrouver, on va dire, tiens, on a les photos du dernier concert, il y en a des chouettes. Tiens, on avait fait des photos avec un tel machin dans le local ou derrière le local, dans ce chouette paysage, et puis on va vouloir construire avec ça. Et c'est l'erreur un petit peu du débutant. C'est super l'exemple des photos, tu vois, parce que c'est d'un concert à un autre, tu peux avoir des super belles photos, mais si t'as déjà pas aussi ce côté visuel scénique, parce que le visuel c'est pas que le logo, sur scène ça a son importance justement aussi. Si t'as une fois en tenue, encore une fois, je sais pas, robe de soirée, super chic, super classe, et puis que le concert d'après t'es en punk avec les cheveux roses de côté, on va se demander aussi quel message tu veux faire passer. Et même même en dehors de toi, même si toi t'as la même, peut-être à peu près la même tenue, le même look, je dirais qu'il y a des fois des bars qui ont une déco, un univers à eux, qui peut aussi empêcher d'utiliser facilement la photo dans sa promo. Là, on est en train de dire ce que c'est pas, on va dire ce que c'est. Mais s'il n'y a pas une unité parfaite, il y a des photos, elles peuvent être super. Des super souvenirs d'une super bonne soirée qui a très très bien marché, mais la photo, peut-être, vous pourrez jamais l'utiliser, ou vraiment de façon secondaire pour des fans, mais pas l'utiliser, pas la mettre en avant. Mais là, attends, on parle déjà beaucoup de ce que c'est pas, et on a commencé par là, c'est pas du graphisme en fait.
Parce que c'est vrai que dans les agences de communication, tout ça, souvent il y a des DA qui vont concerner du graphisme, mais voilà, ce n'est pas le logo, les couleurs. Tu parlais du logo, oui, les couleurs, la typographie, parce que ça, en fait, c'est des conséquences de la DA. Exactement. Donc, la vraie question, donc, c'est pourquoi ces choix-là de typo, de couleurs et pas d'autres. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'ADA, ce n'est pas votre visuel, ce n'est pas votre promo, votre image, c'est le système qui produit votre image, qui produit le résultat, en fait. L'ADA, voilà, c'est pas un ensemble de codes, c'est un processus qui va vous permettre de construire vos codes. Exactement, c'est ce qu'on disait au début, c'est ne pas en fait, justement, choisir des choses, quand on se dit: «Ah bah tiens, c'est le moment de faire le logo. Ah bah tiens, on n'a pas pensé à la pochette de l'album» Ouais. et faire un cumul de choses qui plaisent à l'artiste, mais qui sont pas liées entre eux. Alors que quand on fait ce travail, quand on a compris, ce que tu viens de dire, que c'est vraiment le système qui va produire le résultat, on a fait le travail une fois et tout le reste va en découler beaucoup plus facilement. Et pour ça, il y a une méthode qui fonctionne super bien. On a déjà fait allusion sur l'épisode sur le branding, c'est vraiment comparer ça à un film. Si on essaye de se poser cette question, si pour un projet précis, je sais pas, une sortie d'album, cet album-là, si c'était un film, quel genre de film ça serait? Dans quelle ambiance il se passerait? À quelle époque? Quelle ambiance? Quelle couleur? Et ça, c'est une image qui est assez globale parce qu'il y a vraiment tout qui va venir assez facilement. Ça évite de se poser la question à chaque fois, qu'est-ce que je veux comme ambiance, comme photo? Qu'est-ce que je veux comme couleur? Qu'est-ce que je veux ressortir comme un truc plutôt rétro, plutôt moderne, plutôt contemporain? Vraiment, quand on visualise un film, et pour beaucoup d'artistes, c'est assez facile en fait de visualiser, même si c'est pas un film. Quand ils font leur musique, il y a des images souvent qui leur viennent assez facilement en tête, et ces images-là peuvent faire un film, même s'il n'existe pas. C'est eux, ils ont leur film dans leur tête, et ça permet d'avoir du coup tous les aspects de l'ADA qui vont derrière se dire ok, je sais maintenant ce que je veux utiliser comme couleur, comme typographie, comme type de photo, comme univers pour vraiment retranscrire ça. Ce qu'il y a dans ma tête artistiquement, maintenant je le visualise et je sais ce que je dois en tirer. On peut se permettre d'avoir des trucs qui partent un peu dans l'artistique pur, et c'est même très bien. Il faut que ça reste cohérent avec l'idée de base. C'est-à-dire que Tarantino, il s'est pas dit tiens, je vais faire une bande dessinée et puis un manga, et puis d'un coup, je vais en faire un film avec. C'est l'inverse, c'est l'univers collé avec, et il s'est dit, artistiquement, je me permets d'insérer ça, parce qu'en fait, ça passe. Ben, je pense qu'il s'est dit que son film, que ça ressemblait tellement à un manga, il s'est dit, chiche, je vais mettre un bout de manga au milieu, quoi. Un bout d'animé. Le film, en tout cas, c'est vraiment un bon outil pour ça, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à imaginer, et qui donne tous les aspects visuels. On le disait, voilà, le type d'image, la qualité, les couleurs, l'ambiance qui en sort. Ça permet de bien se projeter. Et ce qui est important, c'est vraiment à chaque fois en fait de partir de la musique. C'est la musique. Voilà, vous avez un projet, c'est tel album, il y a tant de morceaux dessus. Et ben, il faut s'imaginer, donc vraiment, qu'est-ce que je visualise quand j'écoute cette musique. Est-ce que on pourrait avoir des exemples de mots-clés? Ça pourrait être quoi ces mots-clés? Des émotions? Ça peut être des émotions, des ambiances, ça peut être, tu vois, je sais pas moi, quelqu'un qui va dire c'est difficile de faire une liste exhaustive de mots en fait, parce que ça, c'est des mots-clés que je mets, que je personnalise selon les sujets. Tu vois, dans les questionnaires, quand je les envoie, Stéphanie, je vais pas envoyer le même questionnaire que j'ai envoyé à mon Thomas qui fait du jazz. Bien sûr. Des mots-clés sont différents en termes d'atmosphère et de tu vois, je vais plus parler à Thomas de est-ce que tu es plus velours, fumé dans un salon, machin, alors qu'à Stéphanie, c'est plus est-ce que tu es bain de sang, enfin, j'exagère le truc, hein, mais c'est donc des mots-clés, des trucs vraiment précis qui puissent parler à tout le monde, c'est compliqué. Mais c'est juste, non, mais c'est bien parce que là, tu as donné des exemples, et puis effectivement, ça va être justement propre à chacun, à l'identité de chacun. Et ce qui anime votre musique, ça peut être une émotion, ça peut être un sentiment, ça peut être un paysage, une rêverie, une ambiance, comme tu disais. Ce qui va être super intéressant justement comme image pour vraiment structurer des visuels, c'est d'essayer de projeter leur musique. Alors il y a les émotions, il y a tout ça, ça aide, mais les matières. Parce que la matière, tout de suite, on a du toucher,
et du visuel. Oui. Et là, c'est une question qui est peut-être vraiment très importante pour l'ADA, vraiment particulièrement. C'est si votre musique devait être une matière, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Ça peut être du velours, ça peut être du bois brut, du bois poncé, où on voit les veines, où on voit pas les veines, plus minéral, des cailloux, plus éthéré, de la fumée, des vapeurs. Ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être de l'eau sous forme de glace, ça peut être plein de choses. Mais une matière, tout de suite, si je te dis, je sais pas, moi, je te dis paille, bah, je suis sûr que tu as des couleurs, une sensation, tu as des choses en tête directement qui te viennent. Et donc, ouais, c'est une question qui est assez intéressante, celle-ci. C'est, OK, si ma musique, ça devait être une matière, qu'est-ce que ça serait? Et là, on a forcément des images qui nous viennent. On va créer de la matière qui va nous donner, bah, du coup, qui va définir la direction artistique. Et on se dit, j'imagine, ah bah ouais, j'imagine dans un western italien des années 30. Et ben, OK, on va pas te mettre effectivement une photo hyper moderne avec des designs blancs, lisses et noirs. Enfin, c'est vraiment toujours partir de la musique et se dire, OK, je ferme les yeux. Qu'est-ce que je visualise? Qu'est-ce que je projette? Quelle matière? Quelle émotion? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Chaud, froid? Et de là, on peut définir tout le reste. Oui. Mais c'est important de systématiquement partir de la musique pour garder cette cohérence globale. Et c'est vrai qu'il faut trouver voilà, quelques notions comme ça qui vont permettre de ne pas être trop large dans l'ADA, de coller quelque chose qui soit assez condensé, quelques mots forts suffisent. Et puis ensuite, bah, chaque décision visuelle sera confrontée à ces mots. Je dirais, vous serez sûr d'être toujours raccord si vous avez 3 à 5 mots comme ça, éventuellement, voilà, une matière, une émotion, une lumière, une ambiance, et puis vous tenez à ça, et derrière, on peut tout décliner. Les couleurs, les typographies, les traitements en photo, est-ce qu'il y a beaucoup de grains ou pas, quelle est la texture, et puis les compositions. Et au moins, on est sûr de faire ces choix-là d'une manière cohérente qui va vraiment pousser l'objectif et pousser l'identité du groupe. Et Ben oui. partir de là seulement, Et oui, sait si qu'on va tu as utiliser telle palette de couleurs, ouais, quel type de visuel, que ce soit designé, photo, quel type de costume sur scène. Alors quand je dis costume, c'est pas forcément de costume déguisé à la Bowie ou d'autres, hein, c'est déjà ce qu'on va vouloir. Bah, les couleurs jouent. ouais. On peut reprendre des exemples qu'on a déjà pris dans le branding pour ceux qui n'auront pas regardé toute la vidéo, mais tu vois, les White Stripes, ils ont un code couleur qui a été simple. C'est rouge, c'est noir, c'est blanc, et tu retrouves ça partout. Donc sur scène, les albums, leur communication sur leur réseau, c'est tout le temps ces 3 couleurs-là, avec un univers aussi assez minimaliste. Et ben, en même temps, ils sont deux. Avec des volutes, avec des trucs partout, c'est très minimaliste. Donc là, voilà, il y a tout un univers qui est cohérent. Et chaque aspect visuel du groupe, que ce soit sur scène, l'album, le logo, leur costume en interview ou autre, c'est toujours cohérent avec ce choix-là. Et puis c'est vrai, voilà, ils sont deux, donc forcément, ça va bien, c'est logique en fait d'avoir 2 couleurs, 2 musiciens, des choses très, j'allais dire schématiques, c'est pas ça, mais on est à l'os quoi, on est à la racine. Donc une bonne DA, ça permet de prendre des décisions cohérentes. On construit quelque chose, je dirais, qui est un tout. Là où, bah, justement, s'il n'y a pas de DA ou même une mauvaise DA, bah, en fait, vous allez tout réinventer à chaque fois. Alors, vous allez systématiquement vous poser la question de dire, alors, comment on va faire qu'est-ce qu'on fait pour la pochette j'ai un tel qui nous a demandé une photo, laquelle on choisit, qu'est-ce que je mets sur le réseau social, là, je nous ai créé un profil, qu'est-ce que je mets le logo, je mets le dernier album, si vous avez une DA, en fait, bah, c'est l'avantage, vous avez des rails, et puis derrière, vous roulez dessus. Et c'est un tout droit, c'est une autoroute vers le succès. En tout cas, vous mettez des chances de pas avoir, de pas raconter 4 histoires différentes, de pas vous éparpiller et perdre les spectateurs qui ne demandent qu'à vous connaître, quoi. Ouais, je dirais vraiment là, ce qu'il faut retenir, effectivement, faut voir l'ADA comme cet outil-là de cohérence et de clarté qui permet de développer la carrière, qui est une très bonne base pour pouvoir développer sa carrière comme il faut, plutôt que de l'avoir comme un truc où
faut que ce soit joli. Oh, Déjà, le joli, ça, effectivement, et c'est joli pour celui qui le fait, mais pas forcément pour les autres. Et le oui. joli va pas forcément être cohérent avec tout le reste. Donc vraiment, faut pas vouloir se dire, je veux faire un truc qui est joli, qui claque. Faut se dire, faut que je fasse un truc qui soit cohérent avec mon univers artistique. C'est vraiment le principal à retenir. En plus, on reviendra parce qu'en fait, ça va avoir des répercussions sur la charte éditoriale. Avec quelle voix vous parlez aux gens? Quelle voix, quel lexique, quelle façon est-ce que vous parlez souvent, beaucoup? Est-ce que vous parlez peu, d'une façon un petit peu économe, éventuellement mystérieuse? Il y a des groupes qui sont très bavards, qui donnent des interviews partout. Il y en a d'autres qui, au contraire, se cachent et cultivent le mystère. Tout est possible. Et si vous avez pas, je dirais, l'ADA, ça va englober tout ça. Donc il y a les visuels, le ton, et je dirais que ça va même influencer. Enfin, je veux dire, c'est aussi la construction. On en avait parlé un petit peu dans le cadre du branding, d'un personnage que vous incarnez, qui n'est pas tout à fait vous, qui est pas forcément non plus complètement quelqu'un d'autre, mais que vous savez que vous avez votre petit accessoire, votre petit, je sais pas moi, une certaine, une identité. Moi, je me rappelle un groupe là de post-hardcore que j'avais vu qui s'appelait Erlen Meyer. Alors, je sais pas s'il joue encore, je crois, mais... Et le chanteur, il avait un foulard basque, souvent, tout le temps. Tout le temps, il avait le petit foulard basque là à sa ceinture, parce que il est originaire du Pays Basque, et puis pour lui, c'était impossible d'imaginer monter sur scène sans. Mais forcément, quand on le voyait, on le regardait, on voyait ses poumonnets pendant 45 minutes, on le remarquait son truc, et puis on se disait, ah oui, tiens, c'est le basque. C'était bête, mais je veux dire, on savait que c'était ça, et puis quand on parlait avec lui, il avait l'accent, et tout de suite, ça forme un tout. L'ADA va englober, en fait, toute la construction de votre image. C'est vous faites, vous voyez, direction artistique, en fait, vous faites de votre projet une œuvre d'art. Et donc cette œuvre, elle doit être réfléchie. C'est pas juste un jour je gribouille sur le bout de mon tableau, le lendemain je colle une photo, 3 jours plus tard je mets du ketchup à un endroit parce que tout d'un coup j'ai fait un burger. Et puis je sais pas, on peut pas. Il faut déjà avoir une idée, une vue d'ensemble. Et puis une fois que vous aurez bien prévu ce que vous allez faire, les lignes de perspective, une palette de couleurs, un message ou un ensemble de messages, un faisceau d'idées qui vous sont chères, que vous souhaitez véhiculer. Et puis une fois que vous avez cette vue d'ensemble, après vous pouvez aller rentrer dans le détail, travailler ça d'une manière plus fine, mais sans la vue d'ensemble, ça ressemble à rien. Donc c'est quelque chose qui va traverser un petit peu tous les épisodes de la série, beaucoup. Et alors tu m'avais parlé d'un test pour vérifier une DA sur des photos, des visuels. Il y a un petit test qui est possible, qui est pas le seul et le test ultime, mais qui est assez intéressant à faire. Ouais, c'est si dans le logo, on retire le nom du groupe, donc on n'a que un visuel, mais pas de nom, qui sont parfois assez révélateurs. Déjà, est-ce que tous les visuels, ils sont cohérents entre eux et qui semblent bien appartenir au même univers? Oui. Si c'est pas le cas, déjà, faut revoir un peu les bases pour rendre le tout cohérent. C'est-à-dire vraiment à partir du moment où on enlève le nom en gros du groupe, si on voit que il y a des choses trop différentes qui partent dans trop de sens différents, qui sont pas reliées entre elles avec un univers commun, et peu importe le nom du groupe, il est peu probable que la plupart des gens le retiennent. Alors qu'à l'inverse, si on voit une image, on se dit ah ouais, ça me fait penser à tel groupe. Et puis qu'on voit une photo, on dit ah ouais, cette photo elle me fait penser à tel groupe. Et puis qu'on voit même une phrase écrite avec une typographie spécifique ou une mise en forme spécifique, ça me fait penser à tel. Si à chaque fois ça me fait penser au même groupe, c'est que la DA elle est bien réussie. Donc vraiment si vous devez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est que la DA elle est pas là pour rendre votre groupe plus beau, elle est là pour le rendre cohérent. Et cette cohérence va influencer vos pochettes, vos clips, vos photos, vos réseaux sociaux, même parfois votre présence sur scène. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent énormément le spectacle scénique. Là, je parlais de Slipknot avec un copain là hier. On commentait l'évolution. À 20 ans, ils se sautaient dessus, ils se cassaient la figure sur scène parce que fallait bien. Ils avaient tout à prouver. Et lui, il les a vus récemment, il disait, là, non, plus rien, quoi. Qu'il n'y avait plus de baston, mais en même temps, on s'en fiche parce que
au final, c'est la musique qui compte, et on y revient. Mais bon, le fait que... Oui, à l'époque, le scénic a fait qu'on allait vers eux aussi. voilà, exactement. Moi, j'ai découvert aussi, là, en début de semaine, Angine de poitrine. Oui, bien sûr. J'avais déjà vu passer le nom 2-3 fois, puis ça revenait souvent. Je me suis dit, tiens, Mhm. ça a l'air de faire un peu, pas forcément le buzz, mais Si, il y a un si, truc oui. spécial avec eux, je vais aller voir. Et là, grosse surprise, effectivement, en fait, tu tombes direct sur un univers avec des déguisements complètement vraiment atypiques, Oui. avec un code couleur aussi bien spécial, bien précis. Oui. Et forcément, en fait, on aime ou on n'aime pas, ça peu importe, mais on retient le truc. En tout cas, on retient, exactement. on se dit, ah ouais, c'est les deux, là, l'autre avec son équipant et qui joue, et puis voilà. Si on les voit passer dans un fil, on les reconnaît tout de suite. On n'a pas besoin de cliquer, d'agrandir, de quoi que ce soit. Je veux dire, on reconnaît les couleurs, les masques, Ouais. Et puis effectivement, c'est très important et c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Et je pense que s'ils n'avaient pas cet aspect visuel-là, ils auraient pu tout à fait passer inaperçus comme quantité de groupes de mat rock qui jouent aussi des choses un petit peu un peu trance, un peu envoûtantes, avec des loops, avec des... je pense, je suis pas du tout en train de dire que c'est des guignols, hein. Ils sont très bons. Mais, je veux dire, il y en a, je sais pas, il y a plein d'autres groupes qui sont, il me semble, un peu dans ce style-là, qui sont très bons aussi, et qui n'ont pas la même résonance. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de DA. Ça garantit pas de toujours réussir, mais bien sûr. Ça, je suis effectivement persuadé que pour Angine de poitrine, sans ça, ils n'auraient pas forcément percé aussi vite, ou à ton cas, touché autant de gens et fait parler d'eux. Oui. Ne serait-ce que se faire parler d'eux, en fait. Là, c'est direct. Tu vois, moi, je connaissais pas forcément, je serais peut-être jamais tombé sur un de leurs morceaux. Et c'est parce que j'ai entendu parler d'eux que je me suis dit, tiens, plusieurs fois, c'est revenu, et je me dis, je vais aller écouter quand même, je vais aller voir ce que c'est, quoi. Ouais. Donc, et quand on les voit, voilà, ils sont inoubliables. Je dis pas ça parce qu'ils seraient les meilleurs musiciens, mais voilà, on les voit tout de suite. Je pense que voilà, on les revoit dans 10 ans, on dira ah oui tiens, c'est ce groupe que j'avais écouté en 2026, c'était cool. Ou parce que c'est voilà, c'est les seuls à être comme ça, et puis c'est vraiment voilà, visuellement impactant, quoi. Bon. Dans le prochain épisode, on parlera de quelque chose aussi qui est important et qui va venir finir un peu toute cette partie sur le branding. C'est un aspect qui est souvent sous-estimé, c'est le storytelling. Parce qu'il y a énormément de groupes qui l'ont fait soit de manière réfléchie, soit de manière intuitive, mais qui ont défini leur identité artistique, qui ont défini leur univers visuel, donc qui ont déjà un univers assez clair et assez cohérent. Mais très souvent, ils ne savent pas ou ils ne veulent pas en parler. Ouais. Et pourtant, c'est la méthode la plus efficace pour créer du lien et de l'engagement avec le public. C'est la partie où vraiment vous allez raconter votre histoire, celle de votre musique, et c'est là que les gens vont pouvoir se projeter, s'identifier et se dire « Ah ouais, ça me parle ce qu'il raconte là parce que j'ai vécu la même chose, ou parce que je connais quelqu'un ou parce que juste c'est un... » Je sais pas moi, si c'est de la musique engagée, ah ben ouais, c'est un engagement qui me tient à cœur. Donc toute cette partie narrative est très très importante et souvent pas du tout ou pas suffisamment bien utilisée. Oui. Et il faut pas vous dire que c'est forcément à confier au chanteur parce que c'est lui qui écrit les textes. Ça n'a rien à voir. il y aura beaucoup à dire là-dessus, effectivement. Donc, comment raconter son histoire la prochaine fois? Eh ben, écoute, Raphaël, merci beaucoup. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut.